Alfonso, nous là, nous on les place là, on est au Prêcheur, on est dans le bureau du maire du Prêcheur, monsieur Marcelin Nadeau. Monsieur Marcelin Nadeau, merci de nous recevoir et bel bonjour. Bel bonjour Alfonso, bel bonjour tout le monde maille qui vivre l'autre bord de l'eau, les frères Clessay. Ben, bien content et par le bien Alfonso, et Tibouin par l'épisode. Marcelin Nadeau, où on est Prêcheur ou depuis une date de naissance? Ça pas déranger? Non, pas pièce. Mané donc le 2 novembre 1962, mais Mané Saint-Pierre, quand tout le monde m'a prêché, génération Mané Saint-Pierre. Mais moi, il prêché, c'est là que grandi, c'est commune moi, c'est commune famille moi, c'est là que enchouqué. Comment vous étiez petit à l'âge de l'adolescence? Ah, c'est-à-dire que très bonnement prendre conscience. Bon, moi, j'ai toujours aimé tout ça qui vit associatif. Moi, j'aimais aussi faire du football. Moi, j'étais une équipe quartier. Moi, j'étais une équipe la cité. Nous n'étions pas dans l'eau, mais nous n'étions pas, c'est pas nous qui étions les meilleurs physiquement. Mais nous étions en Belgique. Nous étions pas au niveau du Brésil comme ça. Mais enfin, ça c'était intéressant. Mais bon, moi, moi, j'aimais un boule là, mais boule là, j'ai même moi, moi, j'étais un boule là même. Et donc, mon grand dit encore mais très bon, nous fait bon. Et puis après, c'est vrai que la famille, moi, nous toujours une l'âme collective, puisque nous toujours du bâti dans des associations, tout ça. On est compté dans tonton moi, c'est frère maman moi, donc jeune Garabouzi qui était un grand militant associatif qui mettait debout là en association, l'association culturelle des jeunes du Prêcheur, la CJP. Et moi, venu d'un moment président de l'association là aussi. Et prochaine, nous avons créé des camarades en groupe, nous avons créé Jeunesse Levée. On a dit que c'était un groupe culturel et politique. Nous avons soi-disant fait théâtre. Entendre le mot jeunesse levée, ça a une connotation révolutionnaire, non? Oui, c'est-à-dire que nous disions révolutionnaire et nous pensions que nous croyions beaucoup à ce que Césaire appelait les armes miraculeuses. C'est-à-dire qu'en passant par le théâtre, c'était en l'espèce, il s'agissait de théâtre, nous pouvions effectivement élever les consciences et permettre aux gens de comprendre leur réalité, la réalité du pays, le pays dominé, et puis leur réalité aussi d'être opprimé quelque part. Est-ce qu'il y avait un suivi? Parce que est-ce qu'à un moment, il y a d'autres membres dans le groupe disaient ah, nous, trop loin, nous, nous, est-ce qu'il y avait vraiment, en étant être leader, il y avait un suivi, les gens vous suivaient? C'est ça la magie des arts. C'est ça, Césaire avait bien raison d'employer ce terme d'art miraculeuse, parce que à travers les arts, le discours est différent. Même si, bon, nous étions plus militants qu'artistes, on ne se prenait pas des artistes, mais il y avait cette magie des mots, du spectacle, de la mise en scène, qui faisait qu'on arrivait quand même à faire passer des messages qui ne passeraient pas si bon, on discutait comme ça avec les personnes, directement, de façon, je veux dire, brute de décoffrage. Mais par le biais du théâtre, bon, le message arrivait à passer et les gens pouvaient comprendre quelques réalités. Alors, dans le groupe, bon, bien sûr, nous étions quand même jeunes, nous étions des ados, et c'est vrai qu'on était dans une commune qui était sociologiquement à l'époque plus de droite, en tout cas politiquement de droite. Et c'est vrai que nos parents penchaient plutôt de ce côté-là. Ça veut dire que quand ils avaient appris plus ou moins qu'il y avait un petit groupe de révolutionnaires, parce qu'à l'époque, c'était dans les années 70-80, le mot faisait peur. Donc forcément, les parents pouvaient s'inquiéter, parce qu'ils pensaient que avoir ce positionnement politique-là, ça pouvait être contre-productif du point de vue effectivement de l'insertion professionnelle et de la carrière. Vous avez grandi au Prêcheur, l'école primaire, puis la suite au collège. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours d'étudiant? Moi, j'ai eu un parcours classique de préchotin. Je remercie mes parents de n'avoir jamais voulu me sortir de cette de l'évolution normale, naturelle d'un jeune préchotin que j'ai été. Donc j'étais effectivement à l'école maternelle au Prêcheur, j'étais à l'école élémentaire au Prêcheur. Après, je suis allé au collège qui s'appelle actuellement Louis Delgrès, mais il ne s'appelait pas comme ça à l'époque, au collège de Saint-Pierre. Après le collège de Saint-Pierre, je suis allé au lycée qui s'appelle actuellement le lycée Joseph Gaillard, mais qui s'appelait auparavant le lycée technique, mais où j'ai fait j'ai préparé un bac de sciences économiques et sociales, un bac B, on disait B à l'époque. Après, j'ai commencé j'ai entamé une année d'études en sciences économiques
sur le campus de Shellshire, donc à l'université des Antilles, ça s'appelait Antilles-Guyane à l'époque. Et finalement, ce qui me plaisait plus, c'était les sciences politiques. Donc, du coup, j'ai préparé le concours d'entrée à Sciences Po Grenoble. J'étais à l'IEP, à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Après l'Institut d'études politiques de Grenoble, j'ai préparé une maîtrise de droit public. J'ai fait un diplôme d'études approfondies de sciences administratives, donc avec un contenu juridique très fort, mais aussi avec une approche un peu sociologique. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'admiration pour les profs que j'ai eus à Grenoble, parce qu'ils ont aidé un petit peu à ma formation intellectuelle et à ma compréhension de la société, du fonctionnement du droit dans la société. Ça m'amène à vous poser la question. Arrivé en France métropolitaine, vous avez enchaîné sur Grenoble. Quand un jeune Martiniquais qui arrive en France métropolitaine, il se sent comment? C'est pas toujours évident, on est loin du pays, mais j'ai toujours été un militant. Donc j'étais un militant, je dis. Bon, après j'ai évolué. On a parlé du groupe Jeunesse Lévé au Prêcheur, mais après j'ai eu un engagement politique au lycée. J'étais un militant au lycée, organisateur de membres de comité de grève. Et là, j'ai adhéré au groupe Révolution Socialiste à l'époque. Je faisais partie d'ailleurs de sa section de jeunesse qui s'appelait Jeunesse d'Avant-Garde. Et quand je suis parti en France à Grenoble, j'étais toujours militant. Mais à Grenoble, les étudiants anti-guyanais à l'époque étaient organisés, parce qu'il y avait une association qui s'appelait l'Union Générale des étudiants anti-guyanais. Donc j'étais membre de cette association. On avait même un petit groupe, on s'appelait Tendance Lutte Anticolonialiste, on était très militants. Alors il y avait des élections aussi, donc, parce qu'on était pour un fonctionnement démocratique de l'association. Donc il est arrivé que je sois président. Quelquefois, j'étais plusieurs fois président, plusieurs fois battu aussi, parce que quand la base n'adhérait pas forcément à nos orientations, parce qu'on était assez radical dans notre prise de position. Et puis après ça, j'ai évolué vers une association qui regroupait à la fois des étudiants et des travailleurs à Grenoble. Et à Grenoble aussi, j'ai milité encore à Ligue communiste révolutionnaire à l'époque, hein. J'ai milité dans le milieu associatif grenoblois, avec des associations tiers-mondistes qui se battaient pour la paix, pour la justice. Par exemple, j'étais membre du comité de soutien Peuple Kanak à Grenoble. Donc j'étais vraiment un militant. Et puis après Grenoble... C'est important parce que des fois, il y en a qui baissent les bras, hein, des jeunes antillaux, guyanais et les autres, Mayotte, etc. Est-ce que pas de baisser les bras, dire, ah oui, combien de kilomètres, c'est difficile, et puis loin des parents? Non, mais ça dit que... Vous étiez en bout en train alors? Oui, non, mais c'est la militante. C'est-à-dire que moi, je me dis, où qu'on soit, il faut, si on est militant, on l'est, parce qu'on a pris conscience d'un nombre de choses, et puis il ne faut jamais se laisser accabler. Je ne dis pas que tout a été, ça a été un long fleuve tranquille. J'ai eu des hauts, des bas, des difficultés, même y compris au niveau des études, des fois, bon, ça peut être difficile. Bon, après, des fois aussi dans la communauté, il y a des fois des conflits, il y a des incompréhensions. C'est une communauté humaine, hein. Donc, ça n'a pas toujours été simple, hein. Mais bon, je me suis toujours battu et j'ai eu cette chance aussi d'avoir beaucoup d'amis, que ce soit des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, qui avaient aussi l'âme militante, aussi militante que la mienne, quoi. Là, vous avez à peu près quel âge et puis vous êtes retourné vers quelle année? La Martinique. Alors après, effectivement, j'ai commencé, alors je suis parti sur Paris, donc j'ai commencé à travailler, je me suis installé à Paris, j'ai commencé à travailler dans l'Essonne. Après, j'ai eu un concours, j'ai intégré l'Institut régional d'administration de Lyon à Villeurbanne. Je suis parti une année à Villeurbanne. Je suis revenu dans l'Académie de Créteil. J'étais intendant de collège à Villeparisis. Dans Villeparisis, c'est le 77. C'était le 77, mais limitrophe Seine-Saint-Denis. Donc j'étais à la fois dans l'Académie de Créteil 94, en Seine-et-Marne 77, mais tout près de la Seine-Saint-Denis 93. Donc, et là, bon, j'ai commencé à travailler en tant qu'attaché d'administration scolaire universitaire, mais j'étais un militant. Avec des amis de la région parisienne, on a monté une structure qui s'appelait le MAQUI, le Mouvement pour une alternative des Caribéens dans l'immigration. Notre message, alors, il y avait des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, et on pouvait se rattacher ou se raccrocher à une organisation politique dans nos pays respectifs, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Nous, les Martiniquais, on avait fait le choix d'être au Modémas, et c'est là que j'ai adhéré au mouvement des démocrates et écologistes pour Martinique souveraine. C'était la période de TV Moon, où on a milité avec le maquis, où on avait un discours clair. Nous, en tant que... nous avons la nationalité française, nous avons la citoyenneté. Nous n'oublions pas d'où nous venons, c'est-à-dire de nos pays respectifs, dont nous soutenions les mouvements, disons, anticolonialistes de nos pays. En même temps, on disait qu'il fallait un pont, parce qu'on croyait à la dimension, on va dire, diasporique aussi, de nos peuples.
C'est-à-dire que nos frères qui vivent à l'extérieur, ce sont nos frères, ça reste des Martiniquais et des Martiniquais. Donc il fallait établir un pont avec eux. Et d'ailleurs, García Massa de la mutation martinique avait utilisé le terme de métanation. Il avait emprunté ça à Edgar Morin. Et cette mention, cette dimension un peu diasporique, parce que c'est vrai qu'on est Martiniquais où qu'on soit, où qu'on vive. Et il nous appartient d'établir ces liens avec justement tous les Martiniquais qui vivent à l'extérieur, parce que ça constitue des débouchés énormes sur le plan économique. Imaginez, c'est ce que font les Jamaïcains à Londres, par exemple. Ils ont des habitudes culinaires, gastronomiques. Eh bien, ils peuvent, si nous savons organiser des filières, constituer des débouchés intéressants pour les productions émanant de nos pays respectifs. Entre-temps, il y a eu Albert Joyaux en 1945. Après, il y a eu Jules Clémenté, maire de Prêcheur. Après, Roger Nadeau. Quel est le lien apparenté avec Roger Nadeau? Oui, donc Roger Nadeau. Vous l'avez décroché. Hein. Non, mais moi. En 2008, mars 2008. Les gens, ça dit que le problème de la politique, c'est pas la politique que j'aime. C'est-à-dire qu'on voit toujours des rivalités, des luttes interpersonnelles. Roger Nadeau est un parent, hein. C'est pas non plus un cousin germain, ni un frère. Parce qu'il y a des gens qui ont fait croire que c'était mon frère. C'est pas mon frère. Ça n'est pas non plus un cousin germain, mais c'est un parent. C'est un parent. Il fait partie de la grande famille des Nadeau, mais dans laquelle, bien sûr, comme dans toute famille, si on fait un arbre généalogique, il y a plusieurs branches, etc. Ce n'est pas un parent très très proche, mais c'est un parent néanmoins. Bon, à partir de là, comme j'étais déjà militant, je vous l'ai dit, j'ai toujours été un militant. Donc, comme on s'était très tôt engagé de façon désintéressée dans la commune, des gens ont vu en nous la possibilité de porter un projet politique. Et on avait des valeurs, on tenait un discours politique. Et du coup, on s'est interrogé. Et d'ailleurs, la première fois que je me suis présenté avec des amis, on avait une organisation qui s'appelait le CAP, le Comité pour une alternative préchotine, écologiste, solidaire, etc. Et on avait regroupé des gens que j'avais connus depuis militants. Nous étions toujours des militants. Donc on a hésité. Alors on s'est dit, nous n'étions pas la composante la plus importante de l'opposition. Il y avait à l'époque Jean-Marie Clovis avec le PPM et tout ça. Mais on a décidé d'y aller, d'être cette gauche, à gauche de la gauche, cette gauche alternative. Et on s'est un petit peu positionné entre la droite qui était représentée par Roger Nadeau et la gauche, disons, classique qui était représentée par Jean-Marie Clovis. Et du coup, on a fait... Les maires que je viens de citer là, c'était des maires de droite. Hein. De droite. Alors, je vais revenir sur Albert Joyaux. Mais alors, nous avions quand même eu 10% en 2001. Et puis, Jean-Marie Clovis s'était déjà présenté plusieurs fois. Aux élections de 2004, bon, il m'a dit, bon, je suis un peu fatigué, tiens, vas-y, on va te soutenir. Ce qui s'est fait, effectivement. Donc, ils m'ont soutenu. Et là, j'ai été élu à 15 voix dès le premier tour. Oui, donc j'ai été élu. C'est pas évident. Oui, j'ai été élu à 15 voix dès le premier tour, en 2004. Et en 2008, je me suis présenté avec une équipe de Mouvement Préchotin pour le Changement, qui comprenait des gens de la gauche en général, ce que j'appelle la gauche de la responsabilité. Il y avait des gens du Modimas, il y avait des gens du MIM, il y avait des gens du PPM. Jean-Marie Clovis était d'ailleurs avec nous. Et nous avons gagné, effectivement. Et c'est là que, bon, effectivement, nous avons gagné l'équipe de Roger Nadeau qui était de droite. Alors, sur les maires de droite, il faut bien comprendre l'évolution d'Albert Joyaux. Albert Joyaux, c'est mon père, en fait. Voilà. Donc, Albert Joyaux a été communiste, très tôt, communiste. Il a été élu communiste. Et c'est l'un des rares dirigeants, parce qu'il n'y avait pas le Parti communiste à l'époque, c'était la fédération martiniquaise du Parti communiste français. Donc, il était donc, dans le même parti qu'Aimé Césaire. Et c'est un très bon ami, Aimé Césaire, au point que l'un de ses fils, des fils de mes frères, s'appelle Aimé. Aimé comme Aimé Césaire. Une espèce d'hommage. Oui, une espèce d'hommage. C'était son ami. Et finalement, quand Césaire, après 1956, cette fameuse lettre de démission du Parti communiste français à Maurice Thorez, Albert Joyaux a été l'un des rares dirigeants de la Fédération martiniquaise du Parti communiste à démissionner du Parti communiste avec Césaire pour fonder le Parti progressiste martiniquais avec Césaire. Et puis après, effectivement, il est parti avec des gens qui ont apporté au PPM, comme Émile Maurice, il y a toute une génération. Il est parti vers la droite en tant que gaulliste, parce que c'était aussi un gaulliste, parce qu'il avait vécu très, très fortement la dissidence. Il ne faut pas oublier que c'est du prêcheur comme beaucoup de gens partaient. Donc il a toujours été un gaulliste. Dans un premier temps, gaulliste de gauche, et le mouvement gaulliste, en fait, s'est fortement, par la suite, positionné à droite. Et du coup, il s'est retrouvé à droite, d'autant que, il m'expliquait souvent qu'il gardait son cœur à gauche, mais que c'était très difficile, c'était à l'époque de la droite dure. Donc quand on était communiste, et la droite était hyper majoritaire en Martinique, il pouvait avoir des difficultés par rapport au financement des projets de sa commune.
Depuis, les choses ont un peu évolué, encore que des fois, bon, le parti pris politique dans les financements, on connaît aussi. Oui. Vous prenez la mairie en 2008, mars 2008. Quand on arrive à la mairie, qu'est-ce qu'on se dit quand on est élu? Vous êtes en quel état d'esprit? Vous vous trouvez comment? Qui m'en a recommencé? Est-ce que je veux continuer le travail des autres? Et je vais faire le choix de faire mes propres projets. Comment ça se passe? Alors, nous avions démenti. Des gens nous disaient, oui, mais le prêcheur, c'est une commune de droite. D'après l'histoire que j'ai évoquée à l'instant d'Albert Jouet, je dis non, c'est pas vrai, c'est faux. Au contraire, historiquement, par exemple, le premier syndicat CGT de marins-pêcheurs a été créé aux prêcheurs. Donc, il y a une tradition de gauche aux prêcheurs. Sauf que l'évolution d'Albert Joyaux vers la droite a fait que la population s'est positionnée avec lui à droite, parce que des fois, la population, quand elle aime son maire, suit son maire. Après, ceux qui sont venus de l'équipe, issus de l'équipe d'Albert Joyaux, comme Jules Clémenté, vous en avez parlé, bien sûr, était à droite. Roger Nadeau, issu de la même équipe, de la même filiation, était forcément à droite. Et on a joué beaucoup sur cette culture qui était en chouquet, moi, dit, en tchèpe là même, pour retrouver les valeurs de gauche. Et ce n'était pas une mince affaire. C'est-à-dire, quand je me suis présenté, j'étais indépendantiste, j'ai jamais mis mon pour de ma poche, j'ai jamais caché mes convictions. Et des gens disaient, ah tiens, c'est un indépendantiste, etc. Il est dangereux. Moi, je disais, oui. Vous êtes toujours au mot des masses, alors? Oui, bien sûr, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que le mot des masses pour les téléspectateurs de France et de Navarre, mais Muntu Pato? Oui. Un petit peu, parce qu'il faudrait que j'explique. Donc, j'ai toujours été indépendantiste, je dis, je ne l'ai jamais caché, et j'ai dit aux gens, oui, je suis indépendantiste. Sauf que ce n'est pas moi qui vais vous donner l'indépendance. Maintenant, je vais me battre avec vous pour améliorer notre sort et voir comment on gagne en dignité. Mais ce n'est pas moi qui vais vous donner l'indépendance. Le jour, le maire de Pochon ne peut pas donner l'indépendance à la Martinique. Le jour où la Martinique sera indépendante, c'est parce qu'il y aura une majorité de Martiniquais et de Martiniquais qui le voudront. Ça, c'est la première chose. Donc les gens nous ont fait confiance et jusqu'à aux dernières élections, on a encore eu leur confiance. Alors sur le mot des masses humaines, nous disons un mouvement à la fois souverainiste et écologiste. Ça veut dire quoi, souverainiste? Pas qu'on renie l'idée de l'indépendance. On dit qu'on doit aller vers l'indépendance. Mais sauf que nous disons également qu'il faut pouvoir saisir, dans un contexte historique donné, la possibilité d'aller vers le maximum, ce qu'on appelle la souveraineté optimale, le maximum de souveraineté possible. Par exemple, l'article 74 que nous avons soutenu pouvait être un maximum de souveraineté possible dans un contexte historique donné. Parce que ce qui est déterminant en politique, on n'impose rien aux gens. C'est les gens qui peuvent porter un projet politique. Et pour ça, c'est leur conscience qui peut dicter justement, qui leur dicte aussi leur conduite politique. Mais moi je crois beaucoup à l'idée qu'il faut élever les consciences. Mais la conscience, on ne va pas imposer, on ne va pas venir avec ses lumières et puis éclairer le peuple. Moi je n'y crois plus. Je ne crois pas à l'avant-garde de façon absolue. Je crois au contraire, et j'en pointe ça à un philosophe et spécialiste de sciences de l'éducation brésilien qui s'appelle Paulo Freire, c'est dans une relation dialogale qu'on s'élève et qu'on élève l'autre. Je crois à la coéducation, à la co-construction. C'est cette méthode-là qui fait qu'on doit travailler à élever les consciences pour permettre à la société d'évoluer. C'est quand les gens sont convaincus de quelque chose, comme disait un grand auteur, vous savez, le peuple convaincu, il peut transporter les montagnes. Vous êtes pour la pensée unicale? Ah non, jamais, au contraire. Je dis bien le dialogue, toujours dans une démarche dialogale. Et j'étais très sensible à une idée développée par une ancienne ministre de l'écologie socialiste, qui s'appelait Delphine Bateau. Elle parlait de majorité d'idées. Et c'est vrai qu'il faut arriver à un moment donné, on ne va pas tout imposer en bloc, mais chaque fois qu'on peut évoluer, rassembler le maximum de personnes autour d'idées fortes, comme celle de l'écologie, du développement durable, de la transition écologique, de la transition énergétique, de la biodiversité à protéger, etc., eh bien, il faut le faire. Si on d'accord fait chemin plus loin, on nous prend et nous aller jusqu'au côté nous peut aller, et puis après nous, ah ouais. On parle d'écologie. Vous me tendez la perche, je vais vous poser la question. Vous êtes un homme comblé. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que Léo a dit à qui on profite le crime, ça regarde les mondes du nord-atlantique au sud-atlantique, et vous avez eu droit à des arrivées aux prêcheurs pour le taux des ions. Vous êtes satisfait? Non, ça ne me réjouit pas. Je veux bien qu'on soit, parce que j'ai entendu effectivement certains élus de la côte atlantique exprimer des frustrations. Moi, ça ne me réjouit pas. Premièrement, et je le dis, je le répète comme j'ai eu l'occasion de le dire, je suis très sensible, très solidaire des Martiniquaises et des Martiniquais qui subissent les sargasses. Et je me dis qu'il faut vraiment faire quelque chose, et qu'on ne fait pas le maximum sur cette question-là. Il faut faire beaucoup plus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens... Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? On dit que c'est catastrophe naturelle. Comment vous voyez ça? Non, ça dit qu'après, les histoires de catastrophes naturelles, c'est pour les assurances.
C'est pour réparer des dommages. Mais en amont, il faut prévenir. Et vous savez qu'à Saint-Domingue, par exemple, une entreprise martiniquaise qui a proposé un dispositif anti-sargasses et qui fait que les plages de Punta Cana, etc., sont fréquentées. Les gens vont à la mer, les touristes vont à la mer. Alors c'est vrai que les sargasses sont au loin, mais ils vont. Ils ont mis un filet anti-sargasses. Donc les moyens existent, mais il faut se donner les moyens d'agir. Et le problème aussi, il faut le dire, le problème que nous avons par rapport à... Vous savez, c'est pour ça que je suis souverainiste. Vous ne pouvez pas demander à un Français qui ne connaît pas la problématique des sargasses. Ils ont eu en Bretagne la problématique des algues vertes, mais bon, qu'ils ont pu résoudre. Mais parce que cette problématique des algues vertes avait pour origine les pratiques culturelles existantes en Bretagne ou dans l'élevage. Donc c'était plus simple à régler très vite. Alors que notre problématique, elle est aujourd'hui mondiale. Et sauf que vous ne pouvez pas demander à des gens qui ne sont pas concernés directement par une problématique d'être chaud pour la résoudre. Et c'est pour ça que je suis souverain, je dis, et c'est pas, faut nous arrêter quand on arrive, mais nous, c'est à nous aussi de nous prendre en main. Est-ce qu'il y a une entente avec, entre vous, les politiques? Il y a, bon, on peut être d'accord, je ne sais pas dire qu'on est en désaccord sur tous les points. On peut être sur la question de la chlordécone, des pesticides, etc. Je pense qu'effectivement, on peut être d'accord. Mais ce que je peux reprocher à un certain nombre de gens, c'est que c'est leur méthode. Et ce qui m'inquiète dans ce pays, c'est qu'il y a des dérapages autocratiques et antidémocratiques. Moi, je le dis très bien. Il y a des comportements inadmissibles. Et ce que je dis, on ne peut pas être écologiste en étant un simple environnementaliste. Écologiste, ce n'est pas celui qui se contente de défendre des valeurs liées à la défense de l'environnement. L'écologiste, c'est celui qui pense la société dans sa globalité. Et l'écologiste pose aussi la question de la démocratie. L'écologiste pose la question de la participation. L'écologiste pose la question du respect des communautés. Même de ceux qui ne sont pas d'accord avec l'écologiste, il doit pouvoir les respecter et il doit toujours trouver justement les moyens de contractualiser les objectifs en dépit des différences et des divergences. L'écologiste, pour vous parler simple, respecte les différences. Et je n'ai pas l'impression qu'en Martinique, un certain nombre de gens se revendiquant d'écologie ou ayant aujourd'hui, détenant aujourd'hui des leviers de pouvoir, soient dans cette posture démocratique. Avec les sargasses, le tourisme, ça en prend un coup, nord-atlantique, parce que la plupart des hôtels sont fermés, ils se retrouvent en chômage technique. Que faire? Que faire? Parce que si ça continue comme ça, la Martinique, au point de vue économie, nous en bas de l'eau. Hein. Imaginons un instant, alors je vais d'abord dire, parce que je n'ai pas fini sur la question du Tour des Halles. Alors je dis effectivement que je ne me réjouis pas de cela, mais je dis que ce n'est pas toujours évident pour une commune comme la nôtre, parce qu'il y a un coût, parce qu'il y a du stress, parce qu'il y a la mobilisation d'agents, parce qu'il y a la fatigue, d'accepter de prendre 2 étapes du Tour des Halles. Et c'est vrai que Prêcheurs et Saint-Pierre, nous alternons l'accueil du Tour des Halles. Une année sur 2, c'est Prêcheurs, une année sur 2, c'est Saint-Pierre. Les 2 années précédentes, Saint-Pierre avait dû prendre 2 fois de suite parce que nous avions la construction du pont, les problèmes de stationnement et tout ça. Donc, ce qui fait qu'on a facilement accepté cette année de prendre 2 étapes. Mais ce n'est pas par bon plaisir. Nous avons voulu en cela, je ne dis pas que, bien sûr, en termes de visibilité, bien sûr, la commune en a profité forcément. Encore que sur les retombées économiques directes pour le prêcheur, il faut voir. Mais il faut que les gens, les Martiniquaises et les Martiniquais, celles et ceux qui vivent en Martinique, mais celles et ceux qui vivent l'autre bord de l'autre, qui comprennent que c'est un acte militant. C'est un choix politique militant. Nous avons rendu un service au maintien d'un élément du patrimoine martiniquais qui est l'Aïeul, à travers un des événements les plus importants et pour l'Aïeul et pour le pays, qui est le Tour des Halles ou le Tour de Martinique en Yolande. Vous avez un regard positif et un bilan positif pour ce Tour des Halles sur la côte nord-Caraïbe? Parce que, d'après les dires, hein, il y a des gens qui disent qu'il n'y avait pas suffisamment de monde, il y avait très peu de monde du côté du prêcheur et sur la côte. Bon, ça dit que bon, il y avait très peu de monde, c'est relatif. C'est dû le fait que les yoleurs sont de l'autre côté, c'est le côté Atlantique, côté sud-Atlantique, sud-Caraïbe. Je ne sais pas, j'ai l'impression que, en fait, quoi qu'on dise, l'engouement pour le Tour des Halles, enfin, à travers il y a un engouement réel pour le Tour des Halles, c'est un événement magnifique, extraordinaire, grandiose. Sauf que la présence physique des gens, depuis quelques années, on a constaté qu'il y a une diminution. Pourquoi? Parce que vous avez déjà des dispositifs, mais moi je ne le conteste pas.
il faut protéger les gens, il faut assurer la sécurité, il faut que les gens viennent là, vous venez là avec vos enfants, tout ça, que vous ne soyez pas victime d'une balle perdue ou je ne sais trop quoi. Donc il faut un dispositif de sécurité. Sauf que ce n'est pas toujours évident de trouver cet équilibre entre l'impératif sécuritaire et l'impératif économique ou l'impératif lié à la présence nombreuse des personnes. Donc c'est pour ça que les gens peuvent être agacés aussi. Comme vous avez plusieurs barrières de police à passer, qu'on vous doit vous fouiller, qu'on ne peut pas prendre en cours, parce que vous virez, ou quand il y a machin, ou quand il y a un test, et puis bon, ou quand ni en retraite permis, ou bien quand ni point en moins sans les permis. Tout ça qui fait qu'effectivement, c'est mon cas dit, tant qu'à faire, peut-être vous même rester botter les mots, parce que à la télé. Et ma pour éviter des camarades, nous boire des coups, moi quand même tranquille, on va ne pas se problème de personne. Donc ça aussi, je pense que ça doit contribuer effectivement peut-être à la diminution de la participation des gens effective physiquement sur place. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne seront pas intéressés, mobilisés par le tout d'ailleurs à travers les médias, à travers la radio, à travers la télé. On se retrouve sur la côte nord-Caraïbe, il y a les intempéries, cyclones dans les nous, tremblements de terre, la montagne pelée. On a vu, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, le lard, c'est l'écoulement de boue. Ça a été une affaire aussi au niveau du pêcheur en début de l'année. Comment vous avez aménagé tout cela? Est-ce qu'il y a un petit bilan à faire par rapport à tout cela? Ah, bien sûr, le bilan, nous l'avons fait, d'autant que nous avons eu quand même deux missions. Une première mission commandée par le préfet d'ailleurs d'universitaire, à la fois de Nanterre et de Limoges, je crois, et qui ont fait un petit bilan un petit peu sur le phénomène, comment le contenir, comment le maîtriser, comment s'adapter à sa réalité. Et puis une deuxième mission aussi portée par l'ONF et la DEAL, la direction donc de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et qui a fait des préconisations techniques très précises. Donc nous avons pu faire un bilan. Alors sur le lard, bon, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Hein, c'est pas bon, ça dit que c'est vrai, il y a eu une forte médiatisation à travers notamment les réseaux sociaux, qui fait qu'on a beaucoup plus parlé des lards cette année, donc en 2018, qu'en 2010 par exemple, qui n'est pas très loin. Hein. Il ne faut pas oublier qu'un lard avait emporté le pont à l'époque. Et puis il y a eu des lards, hein. Il y a eu le lard du 7 mai 1902, hein. Mais c'était un période, il y a plusieurs types de lards, il faut dire. Hein. Il y a des lards qu'on aura en période dite éruptive, hein. C'était la montagne Pelée était en éruption à l'époque. Et puis il y a eu d'autres lards. Dans les années 50, on a eu un lard qui a causé un décès. Bon, quand j'étais petit, j'ai grandi à la cité Pouilly, donc je connaissais bien ce phénomène de lard. Donc le lard, en fait, c'est un phénomène particulier qui n'est pas, alors il peut ne pas être lié à l'activité du volcan, mais il résulte toujours de l'activité volcanique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les dépôts liés à des sédimentations liées à différentes éruptions qui fait qu'on a des éléments de notre géologie, par exemple des falaises, pour prendre cet exemple-là, qui sont instables, qui sont en déséquilibre. Et quand ces falaises, bon, elles peuvent être déstabilisées justement par une forte pluviométrie. Ça a été le cas avec Maria, etc. Cette année, on a eu pas mal de pluie. Et ça donne lieu à des éboulements. Ça donne lieu donc à des glissements de terrain. Donc il y a des matériaux qui s'accumulent en pied de falaise, au niveau de la falaise Saint-Père, donc vers la montagne Pelée. Et puis après, quand il y a encore de la pluie, l'autre pluie mobilise donc ces matériaux, ça donne ce liquide, cette substance semi-liquide, semi-solide, ce matériau un peu visqueux, et puis qui a un pouvoir de transporter des blocs rocheux qui pèsent des tonnes. C'est impressionnant, quoi. Vous comptez apporter une solution pour les riverains sur la côte parce que c'est dangereux. Alors, il y a plusieurs niveaux de solutions. On va dire à court, à moyen et à plus long terme. Alors à court terme, il faut curer, ça c'est sûr. Donc c'est la CTM qui a cette compétence-là qui cure. Après, il faut en curant conforter les berges, c'est-à-dire mettre des roches, du sable, etc. pour protéger son berge. Donc on a déjà repéré des points critiques, hein, des zones de faiblesse. Donc il faut conforter ces zones pour éviter que l'eau n'aille inonder les quartiers ou en rive droite ou en rive gauche. Donc, Abîme en rive droite et Bourg, Cité Coquette, Cité Pouilly en rive gauche. Et puis il y a un système d'alerte aussi, c'est-à-dire qu'un système d'alerte, un gros dispositif d'alerte pour avertir les riverains concernés et pour qu'ils évacuent. Donc c'est la combinaison de tous ces éléments, donc curer, conforter, évacuer, avec un système d'alerte qui peut nous offrir toutes les conditions de sécurité par rapport à cette question des larves.
On parle du prêcheur, de la Martinique également, on est concerné. Est-ce que la population martiniquaise, elle est prête pour ces intempéries? Alors, moi je dis souvent que la population martiniquaise, et c'est intéressant du point de vue pêcheur, avant même que nous ayons été plus concernés que ça, je veux dire par les LAA, nous avions pris en compte ce qu'on appelle les risques littoraux. Alors, parmi les risques littoraux, vous avez bien sûr le tsunami, la houle cyclonique, mais vous avez l'élévation du niveau de la mer, mais vous avez aussi un phénomène qui est celui de l'érosion côtière, du trait de côte. Et au pêcheurs, on a décidé de prendre ce problème-là à bras le corps. Parce que sur 50 ans, on a perdu à peu près 100 mètres de plage. Donc il ne faut pas attendre qu'un ancien parlementaire qui aime à dire chaque fois qu'il a une émission de télé ou radio, il prend comme exemple la disparition du pêcheur dans très peu d'années. Mais bon, je dis souvent qu'il a à la fois raison et tort. Il a raison parce que si on ne fait rien, si on y prend garde, si on ne fait rien, bien sûr, cet inéluctable se produira. Mais si nous faisons quelque chose, nous savons anticiper, cet inéluctable-là, soi-disant, entre guillemets, ne se produira pas. Et c'est ce que nous faisons. Et nous sommes en train, nous avons monté un projet élaboré, nous sommes en train de l'affiner, un projet urbain avec un organisme, une agence interministérielle, entre le ministère de l'écologie français et le ministère du logement, qui s'appelle le PUCA, Plan Urbanisme, Construction, Architecture, avec qui nous concevons un aménagement urbain. Donc on va faire remonter la zone urbaine vers les hauteurs. On va mettre en place un équipement refuge qui serait une école. Il pourra héberger des gens avec des stocks de denrées, etc. Donc on va aménager, on va réfléchir sur les matériaux et on va aussi casser cette coupure entre zone urbaine et zone agricole. On va intégrer donc des espaces agricoles en zone urbaine. Monsieur Lumen, La question justement est très importante, c'est-à-dire qu'on pense à l'organisation des secours, mais demain matin, si on reste isolé pendant longtemps après une catastrophe, nous pouvons rester sans manger. quand il y a des mauvais temps, Surtout la rivière des Pères qui bloque surtout, et d'ailleurs une revendication qui est portée par le maire de Saint-Pierre, mais que je soutiens complètement et que nous soutenons, qui est d'essayer de trouver justement un bon moyen, un pont de franchissement, voilà, de cette rivière des Pères en cas de pluie. Et souvent on est bloqué, nous habitants du Prêcheur et les habitants des quartiers nord de Saint-Pierre également. heureusement, une famille me prêchait, là on y a un problème, on me prêchait. Et puis on est bien reçu au prêcheur, je pense. Et aussi, c'est ça aussi, il faut que nous fassions aussi, des fois, nous vivre, c'est pas, c'est frère Paris, nous vivre Paris, nous vivre dans zone continentale. Il faut que nous intégrions la réalité des risques. Et d'ailleurs, je m'entends parler d'un événement festif qu'a fait, parce qu'il faut que nous lions ça aussi, à tout des risques à organiser un événement festif. Hein. Il y a un événement festif en Bretagne, et tout cas, ces gens-là viennent, mais comme il y a un phénomène de marée, c'est-à-dire si Marie n'a pas monté trop, on peut passer, mais si monter trop, ou bloquer. Et quand vini, mais pas ça, c'est-à-dire sous passer, ou passer, sous pas passer, ou périter. Et il faut que nous prenions de l'habilité qu'on a dit, une famille prêchée. Ça s'appelle la culture du risque. Mais, oui, mais comme prêcheur, il y a une tradition d'hospitalité, pas ni un monde qui bloque prêcheur qui paraît trouver d'autres. Voilà, nous pas la battre non plus. On n'est pas téléguidé sur cette chaîne. Le réseau, je parle de Internet, parce que j'ai l'impression que quand je viens au prêcheur, je suis ça va peut-être vous faire rigoler. On est aux abîmes, on est carrément aux abîmes en Guadeloupe, on est en Guadeloupe. Parce que est-ce que ça, vous avez réglé ce problème de réseau, que on a nos chaînes martiniquaises diffusées dans cette commune-là, parce qu'on voit beaucoup plus des chaînes de l'extérieur que c'est incroyable ça. Oui, ça c'est la nature, c'est le système herdien. Je veux dire que bon après c'est les proximités, etc. Bon, ça je ne peux pas m'engager. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais ça c'est maintenant ça peut être depuis corrigé parce qu'il y a d'autres moyens de capter des chaînes. Mais, il y a le satellite, il y a le câble, il y a etc. Mais je pense que les choses ont évolué à ce niveau-là. Encore que pour nous c'était pas un gros défaut. Au contraire, on avait mes amis de Belleville quand nous étions à l'école. L'été, vous savez, c'est feuilleton, regarde des feuilletons. Si vous avez dit, comment il y a feuilleton, on a fini. Donc, vous avez en longueur d'avance à moi, parce que vous avez passé feuilleton en Guadeloupe avant de passer Martinique. Vous avez ni en avance d'un épisode dans les loups. Donc, les matins, vous savez, comment il y a la fini le matin, vous avez demandé. Donc, c'était un privilège. Comme non, je dis ça pour vous présenter. C'est vrai. Mais souvent, on nous dit que on est le bout du monde. On est le bout du monde. Oui. Alors, il y a dit nous loin. Il y a dit non, mais pas loin de Roseau.
Moi, plus loin de Fort-de-France peut-être, mais pas loin de Roseau. Alors que sous quoi habite Rivière-Salée, ou plus loin de Roseau. Donc, moins loin de qui ça? Première balle. Et puis, nous, quand dit aussi. Précision pour les téléspectateurs de France et de Navarre, les métropolitains que l'on regarde, Roseau, c'est la capitale de la Dominique, juste à côté. Au nord voilà, de la Martinique. Et puis, entre la Martinique et la Guadeloupe. Et puis, on a un slogan aussi. On dit souvent que le prêcheur est le bout du monde. Nous disons oui, nous sommes le bout de ce monde où commence un autre monde, car il y a un autre monde possible. Et ça veut beaucoup dire. C'est-à-dire que nous voulons, et nous avons cette prétention-là, en toute humilité, de proposer notre modèle de développement. C'est la pression, parce qu'on est allé très loin sur la question de la transition énergétique, qui fait que, parce que nous avions un projet de commune en transition énergétique, on a été couronné par un label venant du ministère de l'écologie français, qui est le label TEPCV, Territoire énergie positive pour la croissance verte, mais nous avions déjà notre projet. Et bon, la question de la biodiversité, entre Prêcheur et Grand-Rivière, on a un hotspot de biodiversité qu'il faut préserver, donc il faut développer des projets autour de cette biodiversité, autour de ses avantages et ses atouts écologiques, et c'est à partir de ces éléments-là que nous voulons bâtir un projet pour notre commune. Et nous en sommes fiers, en fait. C'est bien la marche Grand-Rivière-Prêcheur, mais à quand pour faire relier Prêcheur à Grand-Rivière sur route? Je disais, quand le bout, nous l'assumons. Nous sommes le bout du bout, mais nous l'assumons être le bout du bout et dans l'intérêt de la Martinique tout entière. Cette route-là, déjà, je suis contre, mais bon, déjà, il y a tellement de classements sur cette zone-là qu'on n'y arrivera pas. Sauf Albert Joyaux, par exemple, a été. Alors, les maires ont eu des positions différentes. Albert Joyaux nous étions sur la même position. Il avait la même position que nous. C'est pour ça que je dis souvent que ça peut-être été celui qui est un visionnaire par rapport aux questions écologiques, parce qu'il a toujours refusé que la forêt entre Prêcheur et Grand-Rivière soit saccagée. Par exemple, il était question d'implanter là ce qui est devenu le sanatorium du Carbet et le centre hospitalier du Carbet. Mais avec les conséquences sur l'écosystème marin, il s'est battu avec les marins pêcheurs pour ne pas implanter. Il y avait des projets d'hôtels. Il y avait ce projet de route aussi. Il a toujours été contre. Parce que quand on fait une analyse, d'ailleurs, à son époque, il n'y avait pas ces outils-là. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui calculent la valeur économique d'un écosystème. Les assurances aujourd'hui, quand ils parlent d'écosystèmes naturels comme la mangrove, ils parlent d'infrastructures naturelles. Parce qu'on sait, par exemple, que la mangrove protège aussi le littoral de l'inondation, etc. Elle a un grand rôle à jouer. Même chose pour nos forêts. Donc, nous disons... On va délapider la nature. Tout à fait. Et ce serait une catastrophe. Donc, je ne vois pas les retombées économiques. Dans Martinique, on est la route. On a cette tradition, comme dirait un anthropologue Fergan d'ailleurs, on a cette tradition de la drive. Nous, quand on tourne l'automne, nous aller, nous tournons dans cette calebasse qui est mon île, comme dirait Césaire, repris par Dominique Coco, n'est-ce pas? Et alors que nous, il faut retrouver ce qui est commun aux écologistes, l'idée de relocalisation de l'économie. Il faut faire comme si on était un territoire autonome, tendre vers l'autosuffisance alimentaire, tendre vers une dynamique économique très localisée, avec une dynamique reliée au reste de la Martinique, mais avec une dynamique propre. C'est ça qui va redynamiser nos territoires et redonner du ballon. Parce que ce qu'il faut comprendre, ce qui tue les territoires excentrés du centre, où il y a le port, l'aéroport, les autoroutes pour que les conteneurs circulent, c'est le modèle économique qui privilégie l'import-export et l'économie de comptoir. Et nous savons bien, comme ça s'est vu en 2009, que si pour l'aéroport l'a bloqué, nous pas qu'à manger. Et aujourd'hui, il s'agit effectivement d'inventer un autre modèle économique qui a fait que nous avons manger, même si l'aéroport là, et puis pour la bloquer. Et c'est peut-être ce modèle que nous devons, nous, communes périphériques, qui ne profitons pas, je veux dire, du système dominant, économique dominant actuel, du modèle économique dominant, eh c'est développer des modèles alternatifs qui prouvent que nous avons des ressources propres de nature à nous permettre de vivre normalement et de baigner dans le bonheur, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Est-ce qu'il y a eu des problèmes avec la population, certaines personnes de la population? Est-ce que vous vous dites au jour d'aujourd'hui, vous êtes satisfait de votre travail? Moi, ça dit qu'on n'est jamais totalement satisfait. La vie est compliquée. Alors, nous avons fait notre bilan à mi-mandat il n'y a pas longtemps, à la fête et tout ça. On a même présenté une diapositive. On dit qu'il y a des choses qu'on avait prévu de faire, que nous avons pu faire. Sur l'éducation, par exemple. Un peu sur la culture. Encore que sur la culture, on n'a pas pu tout faire. Il y avait des choses que nous n'avions pas prévu de faire, mais que nous avons fait. De notre projet politique, parce qu'on avait un projet politique. Je parle par exemple
de Grande Savane et de l'aménagement formidable que va mettre en place la Grande Savane, le dôme de Grande Savane avec Cap Nord. Et puis il y a des choses que nous avions prévu de faire et que nous n'avons pas pu encore faire. C'est le cas du sport. Par exemple, aujourd'hui, au Prêcheur, le sport dominant, c'est le football avec les sorts préchotins, mais qui fait partie de l'élite. On est une petite commune avec de faibles moyens. Et notre club de foot fait quand même partie. Bon, et du grand joueur. Oui, tout à fait. Mais par contre, nous avions l'objectif de diversifier l'offre de disciplines sportives. Déjà d'avoir une mixité, parce que les filles ont très peu d'activités sportives, et ça je le regrette, et puis d'offrir d'autres activités à nos jeunes et nos moins jeunes et nos plus âgés. Et ça, on n'a pas encore pu le faire, et c'est une question que nous avons relancée. Donc il ne s'agit pas de dire aux gens, j'ai fait ce que je n'ai pas fait. Il s'agit de dire, voilà, on avait un programme, on avait un projet, on avait des objectifs, on a pu réaliser tel et tel objectif, atteindre tel objectif que nous avions prévu. On n'a pas pu atteindre tel autre objectif que nous avions prévu, mais néanmoins, nous avons fait des choses que nous n'avions pas prévues. Donc, il faut dire la vérité, nous sommes transparents, et puis après, les gens jugeront bon, jugeront, l'élection viendra pour le dire. En tout cas, moi, très honnêtement, il y a des moments difficiles pour un élu, on le voit bien. Le nombre de maires qui démissionnent en France, parce que ça devient difficile, les moyens financiers sont de moins en moins, les citoyens, ils ont raison, sont de plus en plus exigeants, etc., etc. Et moi, donc c'est pas évident. Des fois, on accuse le coup, on peut être très amer par rapport à des réflexions, par rapport à des comportements de citoyens et d'administrés. Mais il y a quelque chose qui m'a dit, au moins, franchement, qui m'a rendu fier d'être élu. C'est quand j'ai vu se dessiner le projet de Grande Savane, qui devrait être livré à la fin de l'année, le dôme de Grande Savane, qui sera un espace d'observation de la montagne pelée, du ciel tropical la nuit, de la faune, de la flore. J'ai dit, c'est un projet magnifique. J'ai dit que nous avons, avec d'autres bien évidemment, été à l'origine de ce projet-là. Et ce projet que nous avons pensé, qui est né dans nos têtes, est en train de sortir comme ça de terre. Ça, j'ai trouvé ça magnifique. Et ça m'a rendu heureux, au moins pendant 4 jours. Deux petits mots sur la culture, la musique, au Prêcheur, les festivals. Sur les événementiels, c'est vrai que très tôt, nous avons pensé que la politique événementielle était un moyen de rendre visible un territoire et de renforcer son attractivité. C'est un choix politique que nous avions fait avec des événements comme le jour de la nuit autour de l'environnement, Musique Cascotte Festival autour de la musique un peu alternative, d'engagé. Et puis il y a aussi son son avec Boyoton autour de la mer. Alors, nous aimerions bien, nous continuons en son avec son grâce à Cap Nord, qui nous aide beaucoup dessus. Le jour de la nuit, ça coûte pas excessivement cher, nous continuons à le faire. Mais il y a 2 événements que nous voudrions relancer, et pour lesquels on n'a pas toujours eu les moyens escomptés. C'est d'une part le village de lecture de la jeunesse, on avait organisé, ça ne date pas de nous d'ailleurs, hein, mais on voulait le maintenir, ça date de l'ancien maire effectivement, mais qui était porté fortement par un agent municipal qui est actuellement mon directeur de cabinet, Vincent Bertrand. C'est ce village qui permettait de rassembler des auteurs tournés vers le jeune public, mais de la Caraïbe entière. Mais ça, on essaie de le relancer, c'est pas toujours évident, nous voudrions le relancer. Et puis il y a le Musique Cascotte Festival que nous avons carrément inventé, mais le problème, c'est que nous avons eu droit à 2 éditions, sauf que quand la collectivité majeure, c'était la région avec une majorité, on est passé avec la région dans une majorité, et on revient à la CTM, quand vous donnez 30 000 euros pour un événementiel, une commune comme la nôtre, qui coûte entre 150 000 et 200 000 euros, on ne peut pas continuer. Donc on a dû arrêter. Et on a beaucoup galéré, et on a pu équilibrer, encore que sur la dernière édition, il faut voir, mais on s'est beaucoup battu. Mais quand on n'est pas aidé, je veux bien, il y a des événements à qui on donne beaucoup de moyens, je n'en disconviens pas, ils sont nécessaires. Mais je pense que parce qu'il faut comprendre Cascotte, c'est pas seulement le Prêcheur qui profitait de Cascotte, c'est toute la côte nord Caraïbe. Et il y a un ami artiste qui me disait qu'il a tardé à réserver une chambre au Prêcheur. Après, quand il s'est pris un peu tard, il y avait une chambre de disponible à Font-Saint-Denis. Quand il l'a dit, mais il manquait trouver plus près, par rapport à ça. Et quand il a appelé 2 jours plus tard, la chambre de Font-Saint-Denis était déjà prise. Donc c'est un événement qui irriguait l'ensemble du Nord, qui pouvait devenir un événement majeur, parce qu'on a eu droit quand même à des artistes. Et c'était bien, parce que ce que nous essayons de faire dans la programmation, c'est faire venir des artistes internationaux, mais en même temps donner une large place aux artistes martiniquais surtout, aux artistes caribéens par ailleurs, etc. Donc ça faisait un mélange heureux. C'est comme ça que nous avons eu, pour la première édition, Youssou N'Dour et Steel Pulse, Dominique Coco,
mais aussi Colo-Barthes, etc. Sur la deuxième édition, on a eu Yuri Bonaventura, Tikenja Fakoli, mais on a eu aussi Bois-Coré, Falfret, etc. et d'autres. Et puis il y avait aussi une scène off où on accueillait beaucoup de jeunes artistes. On a eu Lauriane Zachary, on a eu plein de jeunes artistes martiniquais qui ont pu s'exprimer sur ces scènes-là. Question politique, est-ce que vous pensez la politique actuelle menée par la CTM, collectivité territoriale martiniquaise, et également la politique au niveau de la métropole, vous êtes satisfait? Moi, vous connaissez mes positions. Je suis un écologiste au niveau de la France. On voit bien que l'écologiste présent au gouvernement, on sait bien qu'il avale des couleuvres tous les jours. Donc pour moi, les choses ne vont pas toujours dans mon sens. Sur la question sociale, je suis aussi très attaché aux valeurs de solidarité. Je ne crois pas qu'on ait pris la voie de la solidarité au niveau de la société, ni du soutien aux catégories les plus défavorisées. Je ne crois pas. C'est plutôt les plus, n'est-ce pas, les plus aisés qui profitent des politiques qui sont menées jusqu'à présent. Est-ce que ça ne pousse pas, sans vous couper la parole, est-ce que ça ne vous pousse pas aux téléspectateurs qui nous regardent de ne pas aimer la politique, de ne pas aller voter? Est-ce que c'est pas par rapport à tout ça malentendus, ils ne sont pas toujours d'accord, ils sont en train de faire la guerre. Voilà. Non, mais je ne suis pas d'accord avec cette idée de guerre. Moi, il faut du débat politique. La vertu de la politique, c'est le débat. Mais il faut, alors, je pointe ça à un philosophe allemand qui s'appelait Kluge Habermas, il faut une éthique du débat. Il faut pas me convaincre. Non, c'est pas vrai. Dans une société, on ne peut pas être d'accord. On a des intérêts contradictoires. Mais la société est comme, d'ailleurs c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est notre philosophe marxiste le disait, Patrick Thor en français. La société c'est comme un corps vivant. C'est parce qu'elle est vivante qu'il y a des contradictions, des tensions. Mais c'est normal, mais il faut réguler ces tensions. Et l'espace démocratique, c'est cet espace qui permet de réguler ces tensions. Et ça passe par le débat politique. Et ça passe par les choix démocratiques. Donc il faut du débat. Mais débat, c'est pas Cancan, c'est pas Ladjé, c'est pas Tirizam. Il ne faut pas confondre les choses. Et je me dis au fond, la politique, il n'y a rien de plus noble. Mais sauf qu'il faut pouvoir la faire. La faire, c'est accepter le débat, accepter qu'on soit en désaccord, accepter qu'on ne soit pas. Mais il faut une éthique du débat. C'est parce qu'on n'est pas d'accord que je ne vais pas te respecter en discutant avec toi. Il faut que j'accepte d'entendre ton argument. Mais il faut que toi aussi tu acceptes d'entendre le mien et qu'on débatte. Et puis après, il y a des gens qui voient, etc., qui participent et disent, bon, on est d'accord avec lui plus qu'avec lui, etc. Et une fois qu'on est élu et qu'il y a une majorité, par contre, je suis assez réticent par rapport à la culture. Bien que, quand j'étais jeune militant marxiste, il fallait qu'une majorité prenne le pouvoir et qu'on transforme la société, mais à coup de décret, comme dirait quelqu'un. Mais j'ai compris que ce n'est pas possible. La société est complexe. Donc, je suis revenu à l'idée, c'est pour ça que je suis pour une proportionnelle intégrale. Il faut que chaque courant de pensée existant dans la société soit représenté dans les instances délibératives. Et ça, je suis pour la proportionnelle intégrale. Après, on disait, oui, mais ça peut foutre le bordel, il faut... Et on fait dit, non, il nous appartient, un homme intelligent, de savoir qui a plus de poids relativement par rapport au nôtre, et de composer pour créer, par exemple, un gouvernement, pour mettre en place un gouvernement. Il faut être dans cet esprit de composition. La composition, qui passe par le respect des uns des autres, n'empêche pas le débat et les convictions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens m'expliquent. Après, ça, c'est pas aujourd'hui, justement. Les cancans et les histoires, ça, ne sont pas liés aux convictions. C'est des gens, des fois, qui n'ont aucune sorte de conviction, si ce n'est la conviction de défendre leur poche. Vous voyez, ils n'ont pas toujours des convictions. Ils ont la conviction de la place et de la carrière politique. Et bien, et c'est ça qui donne lieu au cancan. Mais quand on est dans l'idée on a des valeurs, on adhère à des valeurs, on a une vision. On ne peut pas s'engager en politique et ne pas avoir une vision pour sa société, une vision d'avenir, comme dit René Lubartini, une vista. Et c'est parce qu'on a cette vision-là qu'on s'engage. Après, il y a des gens qui ont une autre vision que nous, on débat avec eux, et la démocratie tranche. Et une fois qu'il y a des élus, on connaît notre poids relatif, et bien on se dit, allez, qui ça nous mettait qu'on nous d'accord pour nous avancer? C'est ça la culture, mais ça n'empêche pas le débat. Alors maintenant, il n'y a pas de débat très souvent. Ici, très souvent, malheureusement, Martinique, c'est plus le cancan, la djeg des autres que le débat, quoi. Il faut une vraie réflexion. Ce n'est pas seulement la question du transport, mais la question des mobilités martiniques. Pour qui c'est important. Hein. Il y a un bouc en Martinique qui était délégué de créer, enfin, vous connaissez en France, d'ailleurs, qui existe en France, il a créé la haute autorité de lutte contre les discriminations, la HALD.
Teni en section Martinique, délégué Martinique là, ça me connaît très bien, donc à saluer d'ailleurs, mais c'était dit qu'il y a une discrimination à l'embauche pour les jeunes du Nord Martinique, notamment du Nord Caraïbes. Pour qui ça? Parce que c'est un problème de mobilité. Comme tout tissu économique là, bon, il est essentiellement dans le centre, jeunes, les gars sortis pour chercher, les gars chercher travail, les aller ou pas trop de sens, parce qu'on va dire, ouais, mais est-ce qu'on peut arriver à l'aise, est-ce qu'on peut là tout le temps, et puis le problème de transport là. Donc ça, c'est un problème qui peut, c'est pas seulement un problème de transport, c'est un problème de mobilité et qui a posé aussi des problèmes d'ordre économique et de justice sociale aussi. C'est même en cas, en combattant de la justice sociale, en plus d'être un écologiste, mais la justice sociale qui a passé par ça nous peut créer la justice territoriale. C'est-à-dire que jeudi jour Martinique, il n'y a rien, il n'y aura une inégalité des territoires. C'est-à-dire qu'il y a des territoires qui, bon, nous tous dans la dèche, hein, globalement, c'est vrai. Mais il y a d'autres qui plient dans la dèche que d'autres. Ouais. Donc, il faut qu'aussi nous apprenions contre ça. Et ça, tout à l'heure, c'est pas un hasard. Songez qu'avant 1902, Saint-Pierre, c'était capitale Martinique. Saint-Pierre, c'était la zone peut-être la plus développée. Donc, Saint-Pierre était déjà en concurrence et puis Fort-de-France. Mais vous savez que si Pateni, volcan règle les problèmes de la manière, il tranchait. C'est Volcan qui a arbitré. Il dit, bon, Saint-Pierre sorti là, il tranchait en faveur de Fort-de-France. Mais déjà, ni un en France, un processus qui était qu'à rouler, et qui finalement, qu'on s'est fait Guadeloupe, ou bien ouais, Guadeloupe, il s'est créé en capitale administrative qui bastait, et puis en capitale économique qui pointe à pied. C'est même pas arrivé. Nous, finalement, Fort-de-France, pour des raisons de géopolitique, de géostratégie, de situation géographique. Oui, c'est ça. Et finalement, bon, la montagne peut les trancher, mais c'est pour qui ça? Parce que c'est un modèle économique. Modèle économique, là, comme nous, dans l'économie de comptoir, c'est garder qu'on peut mettre pour les produits à arriver, qui sortent de la métropole coloniale, là, arriver plus vite, et pour les produits à nous exporter à partir plus vite. Donc, on a des configurations portuaires qui est important. Donc, vous pouvez choisir meilleur côté pour meilleur port là. Il y a tout un élément qui fait que nous, le développons en forme d'économie, en modèle économique, qui a favorisé certains, même s'il a pénalisé tout le pays, mais dans la détresse, il a favorisé très bien plus certains au niveau territorial, on va parler, par rapport à d'autres. Et c'est pour ça qu'il faut que nous-mêmes, Martiniquais, nous songeons, réfléchir dans l'autre modèle, parce que faut France qu'on faire dans l'État aussi, tout compte fait, puisqu'il n'y a une hypertrophie du centre. Tout le monde a retrouvé dans le centre, il y a un embouteillage, il y a un problème, il y a besoin d'équipements importants pour plus d'habitants qui ont payé l'impôt. Donc, le modèle économique, il a décalé nous qui habitons à la périphérie, qu'on a dit, mais qui a décalé ces moments de force dans tout. C'est pour ça que nous, en tant que Martiniquais, nous réfléchissons à un modèle économique qui attend vers ça, il y a une égalité des territoires, il y a une justice territoriale. Parfois, vous vous retrouvez entre les maires du Nord-Caraïbe pour faire évoluer le Nord-Caraïbe. On dit que le Nord-Caraïbe, c'est le parent pauvre de la Martinique. Je ne suis pas d'accord déjà avec le diagnostic. Sur quelle base on va dire que le Nord-Caraïbe est le... C'est pas assez développé, on va monter là. On va parler franchement parce qu'il y a des gens qui ont dit ça à Caro. Non, mais il faut que nous disions, bon, nous peut dire ça de façon globale. Le Nord a plus fait que le Sud et que le Centre et que les communes qui ont... D'accord, ça vrai globalement. Mais il faut que nous fassions des analyses plus fines. Déjà, pas ni un Nord, mais ni des Nord. Pas ni un Nord-Caraïbe, ni des Nord-Caraïbes. Le regard des situations casse-pilote et puis situations pré-chères, c'est pas même là. Mais il y a un bail qui a fait, c'est que casse-pilote, et pas de force, dynamisme, parce qu'il y a toutes ces fortes forces qui ont valé. C'est une forme d'économie résidentielle avec le monde par rapport à l'activité, le centre qui a l'habité casse-pilote. Mais ça ne veut pas dire que ça peut venir aussi en ville d'autres. Ça, il faut faire très attention aussi à ces qualités tendances-là. Après, sur l'offre médicale, vous ne pouvez pas dire que dans la zone CP plus chère, en termes d'offre de soins médicaux, nous hyper défavorisés. La réalité, c'est crier l'extrême nord-atlantique. Jeudi jour, les zones de santé basse montagne, nous voyons ça qui arrive. Et c'est un gros problème de déficit, en fait, de démographie médicale, qui se soit. Plus cher, il y a un docteur, il y a une pharmacie. Ajoute pas bouillon, pas de docteur. Nous avons les difficultés. Donc, c'est une des réalités complexes et il faut que nous comprenions. Alors, le Nord-Caraïbe. Le Nord-Caraïbe, pendant longtemps, c'était Caraïbe, nous tenions la seule piscine olympique qui n'y Martinique, en termes d'infrastructure. C'était Caraïbe. Actuellement, il y a l'autre. Mais c'était Caraïbe pendant longtemps. D'ailleurs, Caraïbe, il y a une activité, natation qui vivait développer. Le centre de
c'était l'ex-sanatorium aussi. Oui, non, mais Ça s'est développé, ça, c'est c'est autre autre chose. chose. C'est parce que là, c'était le statut du sanatorium, moi, d'où tu allais avec les métiers prêchait, parce qu'il fallait isoler les gens qui étaient atteints de. euh, bon, non, c'est risque respiratoire, mais une maladie de tuberculose. Donc, il fallait les isoler. Donc, je t'ai qu'à mettre le plus loin de France possible. Qu'on colson, pour le mettre colson. Ça tient à une l'autre vision de la psychiatrie, etc. Mais t'es qu'à isoler. Et comme tu les isolé, tu les mettre dans ce qu'on lève mon coin, et au final, tu mettre carobé. C'est pas parce que c'est. Mais si c'était actuellement, bon, actuellement, bien sûr, comme on l'a dit des fois, ou manger pain blanc, ou manger pain noir, ou manger pain blanc. La roue de la vie tourne, finalement, ça, carobé, ni un centre hospitalier, tout compte fait. Et je crois qu'en Lebaïta, nous tenons celle nous ni le centre de découverte des sciences de la Terre, mais comme on dit souvent, des élus notamment, les élus qui comprennent, c'est parce qu'on est en équipement ou qu'ils font en politique publique. Je dis souvent, c'est pour l'informatique. Dans l'informatique, on y le hard et on y le soft. Le hard, c'est le matériel, on y a besoin pour y un ordinateur. Mais le soft, c'est l'intelligence, l'immatériel. Et si, en plus, à partir des équipements, que nous pas développer des politiques, eh bien, nous ne pouvons jamais arriver. C'est-à-dire que c'est comme ça, vous connaissez blague là, ça fait, et ben, je vais faire un pont, celui-là, ça pont, celui-là, ça pont, celui-là, ça pont, on est blague là. Moi, je vais faire le pont, maman pont tout, ben, le gars dit, mais pas ni la rivière, le gars dit, mais la rivière est venue derrière, quoi, tu vois. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que des fois, nous avons fait des équipements, mais nous pas ça, nous avons fait, et puis équipement. Il faut que nous ayons en réflexion en termes de politique publique, qui objectif nous l'atteindre, qui ça nous le fait, et à partir de là, on a dit, pour faire, par exemple, si moi, pas ça, on a dit que 60% de Tchamaï prêchait ici l'école, arriver faire insérer quoi à haut niveau dans la vie, on a dit, bon, on va mettre en place en politique publique, on va mettre des objectifs de réussite scolaire, il faut qu'il y ait l'école, et puis des conditions de confort, mais il faut que moi fasse soutien scolaire, il faut que moi ait ni instituteur, il faut que moi ait ni animateur, il faut que moi ait une activité sportive, il faut que moi ait tout ça, on a mis les moyens, donc il y a des moyens à la fois matériels, font l'école sans moyens matériels, des moyens immatériels, des gens compétents pour exercer, développer, transmettre, etc., le savoir, c'est une activité plutôt immatérielle. Donc tout ça, ça fait des moyens pour mener en politique publique. Ça me pose à vous poser la question. Oui, oui, c'est relatif. Mais en parlant de l'éducation, tout ça, mais il y a des réussites aux prêcheurs, des mamans qu'on connaît. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms des grands du côté du prêcheur, musiciens ou autres? Bon, dans la musique, il y a eu Albert Nadeau, déjà, bon, un chanteur emblématique qui est décédé, qui était lequel j'ai le privilège, c'était mon frère. Il y a aussi Thierry Benoît qui est un pianiste spécialiste du clavier qui a joué avec des gants, hein, monsieur joué, puis Alpha Blondy, joué plein des bouts, quoi. Donc Thierry Benoît, je salue au passage s'il me regarde, je crois qu'il est en Polynésie actuellement. Au niveau du sport, bon, il y a un monde comme Wendy Renard, c'est quand même un monde nous fier quand même, c'est quand même pas rien. Un petit coucou aussi, bien sûr. Et puis, bon, il y a des moments qui aussi d'un très haut niveau intellectuel, des moments enfin, qui des cadres de haut niveau de l'administration, notamment locale, notamment en Madame, qui sont cadres de très haut niveau de l'administration territoriale. Enfin, nous, ni des moments qui débrouillaient quoi, qui arrivaient. Et puis, ni des moments, pour ça, dans les affaires rivières, ça arrive dans des domaines d'excellence. Et puis, des moments qui sont très bons, par exemple, il y a l'actuel propriétaire aussi, par exemple, de celle l'hôtel là qui n'y prêchait. Et pour moi, M. Sambou qui est en l'eau mérite. Vous avez téléphone à l'hôtel prêché, il a dit, mais non, pas faire ça, Boug. Ça va être plein, ça va pas attirer personne. Il changeait beaucoup pour être fait. Et bien, je dis, il y a un bon taux de remplissage. Ça m'a marqué à quoi? Donc, bon, on ne pas aller oublier personne pour ne pas faire pièce jaloux. Il y a peut-être d'autres comme oublier, mais en vrai que ça m'a songé, quoi. Je n'ai pas du prêcheur, mais il y a une affiche qui m'interpelle, c'est France Fanon. Pourquoi France Fanon dans votre bureau? Alors, c'est une référence, hein, ça fait partie de mon panthéon. Oui, c'est bon, il a resté l'approche là, mais Fanon, c'est un tout. Il a son approche en tant que psychiatre. Il a révolutionné un petit peu la psychiatrie, il a compris lors de son court passage en Martinique. Et bien, il est le militant que l'on sait, à la fois militant de terrain, qui s'est engagé même
très, très, très lourdement hein, auprès du FLN. Et puis c'est le grand intellectuel que l'on connaît. C'est l'un des plus grands intellectuels avec Césaire, Glissant, Chamoiseau. Donc, ça dit qu'il s'engageait aux côtés de peuples qu'il croyait dominer, parce qu'il croyait dans cette fraternité des damnés de la terre. C'est le titre. Non, moi je me sens moi, je suis moi, je veux pas être Frantz Fanon, je veux pas, non, Frantz Fanon, c'est un monument. Non, je suis moi modestement Marcelin Nadeau, mais je crois qu'un homme, forcément, comme on a une filiation, comme on doit avoir des référents, j'ai beaucoup de respect pour Frantz Fanon, j'ai beaucoup de respect pour Césaire, j'ai beaucoup de respect pour Glissant, j'ai beaucoup de respect pour d'autres intellectuels martiniquais. J'ai beaucoup de respect pour Eric Williams, le professeur Eric Williams trinidadien, qui a écrit ce magnifique ouvrage de Christophe Colin Fidel Castro, qui est un militant de l'unité caribéenne. J'ai beaucoup de respect pour un certain nombre de militants africains, comme l'ancien dirigeant du Burkina Faso. J'ai beaucoup de respect pour beaucoup de militants en fait, dans le monde aussi, en France, en Europe, en Asie et partout. Il y a un certain nombre d'intellectuels. Hein. J'ai parlé tout à l'heure de Paro Fréré. Je suis un curieux, un passionné et passionné par toutes les personnes qui... Thomas Sankara, le nom m'a échappé, donc Thomas Sankara que j'admire hein, comme exemple. Et puis tous ceux qui réfléchissent à comment transformer, faire évoluer la société. Je suis féru de philosophie politique, de réflexion. J'aime beaucoup le genre littéraire que constitue l'essai. Quel essai, j'aime beaucoup lire et réfléchir. Vous lisez et qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Moi, je lis à la fois des romans, des essais, j'en ai parlé. Et moi, ça, je musique aussi. Mais moi, pas jouer instrument. Fais-moi instrument. Quelle musique vous écoutez là, en ce moment? La chanson qui tourne en boucle. Non, mais je suis éclectique en matière de musique. Moi, je écouter raga, moi bien mes kalash, moi bien oui, bah, pas de problème. Mais de même, je fais bien mes jazz, moi bien bon l'homme beaucoup Chico Rea, moi l'homme Miles Davis. C'est des musiciens même musique moi. Moi bien mes travail là que Tony Chasseur qui a fait à l'entour qui jazz créole tibouin bon c'est un chien falfret moi adoré falfret moi mais aussi tout travail là que des boucs Mario Canonge c'est des boucs même tous ces jeunes musiciens pianistes là et qu'on Guy Vadleux qu'on Rosine qu'on tout ça il y a des jeunes mamans aussi qui promettent et même le chant aussi. Tiens, je souhaite même le chant, notamment les madames, moi, même bien, mais Fanny Gitou, même Tania Saint-Jean et Tania Saint-Val, même Jocelyne Béouard, bon, même les chanteurs, Lauriane Zachary, ça même aussi. Tu parlais tout à l'heure de festival de jazz. C'est vrai qu'avec Tropicatrium, nous participons avec eux à certaines actions comme le Martinique Jazz Festival. C'est au Prêcheur qu'aura lieu de la clôture, je crois, qui a eu la clôture, qui a eu lieu, enfin. Que la clôture en 2017 et qu'aura lieu la clôture en 2018. Quel endroit que vous allez nous proposer pour terminer, pour clôturer cette interview? Vous avez très très bien reçu. Est-ce qu'on peut aller sur le pont? Oui, magnifique. C'est de ce pont aussi. Je parlais tout à l'heure. On va parler de la commune, de qu'est-ce que c'est. Alors, certains vous diront, si on reprend la logique juridique, on dit la maîtrise d'ouvrage, c'est la collectivité territoriale de Martinique. Mais ce pont, je crois qu'on le doit beaucoup à l'équipe municipale du Prêcheur et à la population du Prêcheur. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je parlais tout à l'heure aussi d'Albert Joyeux. Il y avait, pendant là, on portait plusieurs ponts du Prêcheur. Et quand ils ont construit le pont, qui était l'avant-dernier pont, Albert Joyeux disait que c'était une aberration parce qu'ils avaient mis les piliers du pont dans le lit de la rivière et ça faisait bouchon et ça allait inonder le quartier des Amis. Donc il plaidait pour une sorte de pont suspendu. Mais il n'avait pas été entendu, c'était beaucoup battu, il n'avait pas été entendu. Et quand le pont, le dernier, l'avant-dernier du moins, est emporté, la population dit non, il ne faut pas s'aimer ces ribanous, pour qu'on ribanu là, ça sent qu'on a de joyeux ténérisons, nous fait un pont qui suspendu, qui la baptême. Et je dis merci d'ailleurs à un certain nombre d'ingénieurs à l'époque du Conseil général, et comme notamment Yves Sidibé, comme Déo, enfin, qui ont compris la demande de la population et de l'équipe municipale, qui nous ont accompagnés. Il y a eu d'abord Claude Lise, sur lequel la présidente duquel on avait lancé les choses. Et puis après, il y a eu un petit flottement.
Et j'avoue remercier Madame Manin, Josette Manin, parce qu'à la suite d'une intervention très virulente de ma part sur la question du pont, j'ai l'impression que, bon, il a fait Djé Pino, quoi, pas de Libanais, ça était moins cher de Riffey qu'on était avant. Et elle a entendu mon cri, et elle a compris, et elle nous a reçus, et depuis ça, les choses ont été lancées jusqu'à effectivement l'émergence de ce magnifique ouvrage. Et j'ai eu ce privilège aussi de participer au jury d'architectes qui a retenu cet ouvrage-là. Alors son esthétique est aussi à deux aspects. Il y a l'aspect esthétique avec l'arche unique, mais qui est aussi une prouesse technique. Hein. Mais pourquoi? Parce que ça a des retombées économiques. En général, quand on fait un pont suspendu, on met deux arches en général, les deux côtés. Mais deux arches coûteraient plus cher qu'une seule arche. Il a trouvé la solution d'une seule arche. Et ça nous a permis de récupérer sur le projet, le budget, un peu d'argent et d'aménager les abords du pont avec notamment le parvis de la Poste. Monsieur le maire du Prêcheur, un petit rappel historique concernant l'église du Prêcheur. Belle église. Hein. Oui, c'est une église qui a été construite dans les années 30. Alors on voit bien la particularité, c'est qu'elle a deux clochers. Il faut se dire que, comme la mairie Le Phare, entre, disons, 1920 et 1930, beaucoup d'équipements ont été construits. Et ça donnait lieu à un débat. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu l'éruption de 1902, mais qu'il y a eu aussi l'éruption, le T-Volcan en 1929, de 1929 à 1932. Et que la question, justement, quand tout ça a été construit, il y a un homme illustre qui était professeur au lycée Schellcher, même proviseur, qui était proviseur au lycée Schellcher, mais qui est un scientifique qui s'intéressait à ces questions, Eugène Rovert, et qui disait qu'il n'était pas responsable de la part des autorités de favoriser l'implantation d'équipements publics dans une commune aussi exposée au risque. Et en fait, nos ancêtres, je les vénère parce que eux, ils ont développé ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience. C'est un terme pompeux, mais ils ont dit non, 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 nous, on veut vivre là. Même si on a un territoire exposé au risque, parce que toute la Martinique est exposée au risque. Et en fait, c'est des leçons que nous donnons à l'ensemble du pays sur cette question-là. Ils ont dit, nous voulons vivre ici. Il y a même eu un référendum en 1930 organisé par le maire du Prêcheur de l'époque. Et ce référendum, à travers ce référendum, c'était Gaston Tardon. Les Préchotines et Préchotins ont dit, c'était assez moderne, hein, puisqu'à l'époque, un référendum, sorte de référendum d'initiative locale, organisé par le maire, où les gens disent non, non, on veut vivre ici, quels que soient les risques, nous, on veut rester ici, vivre ici. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, alors ce clocher, on voit bien, hein, je disais, cette église du mois avec les deux clochers, montre bien que c'était surtout des ingénieurs et des architectes qui était très inspiré par l'architecture d'Afrique du Nord, parce que pour certains, revenaient un petit peu d'Afrique du Nord. Ah oui, et voilà. Oui, ça, tout à fait. Absolument. Nord, ouais, voilà. Donc avec les deux clochers, c'est assez particulier. Rares sont les églises de deux clochers. Bon, voilà. Donc c'est ça qui nous a donné cette belle église. Bon, qu'il faudra un jour rénover. Hein. On pense bien pouvoir le faire un de ces jours, mais qui est une belle église tout de même. Voilà. À visiter. Et qui a à visiter, absolument. Oui, l'intérieur aussi, je pense que ça. On se retrouve sur le fameux pont du Prêcheur, monsieur le maire. Oui, donc ce pont magnifique hein, qu'on a évoqué tout à l'heure, avec l'arche unique, hein, qu'on voit. Et vraiment, donc, avec la rivière en bas. Donc, normalement, il était prévu pour être à 8 mètres au-dessus du lit de la rivière. Bon, des fois, c'est moins, parce qu'avec l'accumulation des matériaux, ouais, comme aujourd'hui, parce qu'il y a eu un lard dimanche. Voilà, mais en tout cas, c'est un bel ouvrage, voilà, magnifique. Dans son esthétique et c'est aussi une prouesse technique parce que ça nous a permis et économique, donc le principe de l'arche unique qui nous a permis de faire tous ces aménagements que l'on voit donc vers la poste qui est là. Voilà. Donc, et puis il fait beau, on a du beau temps là. Le Prêcheur, qu'est-ce que c'est que le Prêcheur le long? D'où vient ce nom, Prêcheur? Alors il paraît que c'est un prédicateur, enfin que c'est un rocher en forme de prédicateur, bon qui a depuis été immergé. Donc, qui a fait qu'on lui a donné ce nom-là, voilà, donc le Prêcheur, le nom de ce rocher, en forme de prédicateur. La superficie? Alors, c'est 2992 hectares, à peu près. Et c'est pour à peu près donc, entre 1400 et 1600 habitants. C'est vrai qu'on est en baisse démographique et on fait tout pour renforcer l'attractivité et pour au moins fixer notre jeunesse et faire venir des gens. Alors voilà, donc on réfléchit. Le dernier recensement, il y a combien d'habitants? 1450 à 1500. Ça a diminué un petit peu. Oui, ça a diminué même. C'est dû à quoi? C'est
partir en Oui, métropole. il y a partir- beaucoup d'ailleurs, peut-être que parmi les gens qui nous regardent, nombreux et nombreux sont celles et ceux qui ont eu l'occasion de partir, parce qu'effectivement, il faut bien trouver le travail et de quoi vivre. Mais ce que nous espérons, c'est changer les choses, c'est permettre aux gens de s'établir, de s'installer, et même ceux qui sont partis, hein, d'ailleurs, peut-être qu'il faut qu'on travaille ensemble à la possibilité pour eux de revenir. Mais il faut se dire aussi Est-ce que... qu'on y travaille, c'est mon nom ici, hein, Non, mais, Simon. mais pas, il ne faut pas nous rester la même configuration. C'est-à-dire pas ni entrer avec tant de personnes dans la mairie, c'est normal. J'en ai peut-être trop de monde dans la mairie. Mais par contre, c'est pour des jeunes ou des moins jeunes ou des plus âgés qui reviennent avec des projets d'entreprise, c'est magnifique. C'est-à-dire que nous, quand c'est des yo, bah yo balan, je crois que c'est important. Ça, c'est nous, toute cas conscience commune, hein, c'est pas là. Mais bien, c'est une petite bagarre, fait toute bagarre là. C'est nous chaque capoté, comme dirait le français, qui apportons notre pierre à l'édifice. Donc à l'édifice du prêcheur, chaque prêchotine et chaque prêchotin peut apporter sa pierre. Donc l'idée c'est que vous virez puis un projet et nous on pourra les accueillir les bras ouverts. Maman, nous, on les place là, nous prêcheurs, nous avons passé un bon petit moment prêcheurs, mais est-ce que vous pouvez nous parler des grands projets, les projets de réaliser, puis qu'est-ce qu'il y a, il y a peut-être d'autres choses à faire, d'autres projets à réaliser? Alors j'ai parlé tout à l'heure du projet de Grande Savane hein, qui a été donc qui sera livré à la fin de l'année. Il y a aussi le projet de redynamisation du centre-bourg avec la halle commerciale donc, qui devrait être livré également à la fin de l'année. Donc on peut voir là vers la statue aux deux bras. Et puis nous avons un projet... Et maman, il les abîme. alors pour les habits, on n'a pas de projet précis comme ça, mais c'est des équipements. Par exemple, on va refaire un projet de réfection de tous les plateaux sportifs de proximité. Et puis le projet, peut-être le très important, bon aussi il y a l'ancienne maison de retraite que l'on doit aménager en maison, centre d'accueil, en maison de la fraternité, tout ça. Et puis il y a aussi le projet de transition territoriale, c'est-à-dire c'est qu'on appelle comme ça, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire remonter, c'est un projet très ambitieux, de faire remonter toute la zone urbaine vers les hauteurs et avec donc l'implantation d'une école, l'école qui sera Bonjour, madame. un équipement refuge et qui pourra justement accueillir les gens en cas de catastrophe et ça, avec des stocks de denrées, des stocks d'eau et tout ça. Donc ça, le projet de transition territoriale, c'est un projet vraiment, c'est le projet par excellence. Mais il faut, quand on est élu, avoir l'humilité de comprendre que bon, on n'a pas la science infuse, qu'on n'a pas réponse à tout, mais en plus qu'on peut impulser des choses dont on ne va pas voir la concrétisation. Aujourd'hui, par exemple, le projet de transition territoriale, peut-être j'aurai l'occasion de voir l'école en tant que maire. Mais au-delà de l'école, il y a tout l'aménagement prévu. Eh ben, c'est peut-être d'autres maires qui vont gérer ça. Et des mairesses peut-être aussi. Monsieur le maire, on sort de la mairie, on se balade. Vous êtes souvent salué en voiture, même à pied. Les gens vous saluent. Ça fait depuis 2008 que vous êtes à la mairie, deuxième mandature. Vous comptez vous représenter 2020? Alors, vous savez, après, il faut voir ce que donnent oui, les circonstances concrètes. Bon, je ne sais même pas si je serai vivant en 2020. Encore tellement jeune bouca pour en faire Camo. Bon, j'espère que Dieu me donnera encore la possibilité de vivre. Mais je pense effectivement que le projet qu'on appelait le projet Respect pour prêcher, que nous avions prévu pour 12 ans, mais il faut peut-être pour aller au bout d'un projet, parce qu'un projet à porter, c'est pas évident. Il y a quand même des éléments de complexité. Et je pense que ce projet-là, il nous faut peut-être le poursuivre au-delà des 12 ans. Donc, peut-être un mandat de plus, mais en tout cas, ce sera le dernier mandat. Je me suis promis de ne pas aller au-delà de 3 mandats. Parce qu'il faut la relève, il faut passer le flambeau, il faut que d'autres personnes s'expriment. Et puis, pour moi aussi, hein, c'est pas si évident, ça n'est pas une sinécure que d'être maire. Hein. Donc j'ai besoin aussi, j'aurais besoin de respirer, de penser à autre chose, de lire un peu plus, peut-être pourquoi pas, d'écrire, enfin de faire autre chose. Mais je resterai, quoi que je sois, toujours ce militant politique, toujours proche de la cause de son pays, de sa nation, de son peuple et des catégories les plus fragiles, les plus défavorisées, et la cause aussi de la nécessité de notre approche de l'environnement. Parce que si on y prend garde, on est aujourd'hui au niveau de la planète en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Il y a pas mal d'endroits à visiter aux prêcheurs. Il y a l'Ancéron, la Grande Savane. Bon, pour l'instant, moi j'aimerais bien parler de l'arbre. Ah oui, là, c'est à l'habitation Siron, effectivement, le Zamana centenaire. Oui, j'étais très heureux d'ailleurs lorsque ce prix a été remporté. Mais malheureusement, enfin,
par rapport au chantier de Grande Savane dont je vous parlais, qui sont un site magnifique à visiter, il y a aussi un figuier maudit sur le parc. Alors, il faut bien comprendre aussi une chose. Je parlais tout à l'heure de projet, mais je n'ai pas parlé de ce projet quand même important. Grande Savane. Alors, nous avons aussi pour projet au niveau de la transition énergétique d'avoir 2 zones zéro carbone ou décarbonées, on dit, au prêcheur. C'est-à-dire une première qui sera à Grande Savane et une seconde à Anse-Couleuvre. Donc, la réalisation la plus, je dirais, imminente, c'est celle de Grande Savane. Ce sera une zone de décarbonée. Ça veut dire qu'on ne pourra pas, les moteurs dits thermiques à énergie fossile ne pourront pas accéder au site. Ni les machines à moteur qui utilisent de l'essence et des énergies fossiles. Donc il y aura une navette électrique rechargée à partir d'une station photovoltaïque qui va relier donc le bourg à Grande Savane. Donc, et puis on pourrait y aller aussi, bon, à vélo, à vélo, ça va être compliqué parce que bon, non, à dos de mulet, bon, il faut voir. Et puis on a ouvert aussi avec Cap Nord un sentier de randonnée qui part du bourg, là, vers le clocher, derrière vers la cité, la résidence La Perle, et qui va au site du Dôme de Grande Savane, qui est le point de départ d'une marche que je conseille d'ailleurs aux visiteurs et aux frères et aux sœurs s'ils ne la connaissent pas, qui vivent l'autre bord de l'eau. C'est la marche Montagne Pelée par Grande Savane. Donc le site de Grande Savane est un site magnifique, on est en zone de montagne, et cette randonnée, c'est le Sentier Martineau que ça s'appelle, c'est une randonnée magnifique, avec mais qui, bon, faut pas trop faible quand même pour faire, hein, mais où il y a ce figuier maudit, magnifique arbre, à partir duquel on peut voir d'ailleurs la baie de Saint-Pierre. C'est un site magnifique. Voilà. Monsieur le maire, ça nous a fait plaisir de vous rencontrer, de parler de votre commune, de la ville de la cité comme on dit. Et je vous laisse vous adresser aux préchotins, préchotines qui l'autre bossou qu'on aura dit, qui nous regardent, et puis Moun Martinique, Moun Guadeloupe, voilà. Je vous laisse vous exprimer pour nos amis téléspectateurs de France et de Navarre, et puis Moun tout partout. Maman prêchait, ces gens prêchaient, même quel que soit le côté de vivre là. Maman Martinique tout, ces gens Martinique, quel que soit le côté de vivre là. Pour les frères Guadeloupe, pour les frères la Caraïbe aussi, peut-être les mamans Haïti, et puis pour tout le monde qui a regardé nous. Je dis que prêcher, c'est une terre généreuse et nous avons une ambition. C'est-à-dire que nous sommes parmi les terres peut-être qui les malheureux au niveau économique, Martinique, mais nous avons une ambition, nous, dans un projet de transition énergétique, par exemple. Et l'América, par exemple, c'est un bâtiment intelligent. C'est un bâtiment, et nous fait économie d'énergie, mais en même temps, il y a une station photovoltaïque. Station photovoltaïque là, qui alimente l'América en électricité, mais qui alimente aussi les batteries pour recharger les véhicules. Parce que nous, l'ENI, ça nous crée en flotte de véhicules électriques, mais qui rechargent à partir de stations photovoltaïques. Donc, nous les développer d'autres formes d'agriculture, nous les développer d'autres formes de tourisme, nous croyons que c'est chance nous. Et nous avons bien que tout ça, ça dans ça, il crier les mapipi, les sachants crier la modernité. Et je crois que si vous avez l'idée, un projet, qu'elle a l'arrêt là, nous avons dit pour contacter nous, venir nous, regarder comment nous pouvons décaler le crabe là ensemble. En tout cas, surtout pour les jeunes mamans qui partent et qui peuvent virer et puis qui n'y a un projet, je dis que commune ni besoin d'autres, pas oublier, même si d'ailleurs vous n'avez décidé de pas vivre en commune mais même si vous avez vivre l'autre bord de l'eau, quel que soit le pays Haïti vous avez vivre là, commune ni besoin d'autres, bail en ballon, bail en pal, c'est pas maire ni conseil municipal là tout seul en coin il fait quoi que ce soit avancé, c'est ensemble nous avons fait prêcher avancer. Alors, merci et à la prochaine. C'était Alfonso Noula, nous prêchons Mamaïla.